Je suis spécialisée en économie expérimentale, comportementale. L'économie comportementale, on étudie les comportements des individus, donc en général qui ont trait à la prise de décision. L'économie s'intéresse à Econs, qui est l'individu hyper-rationnel, etc. L'économie comportementale s'intéresse à aux vrais gens. C'est une position de marketing à l'intérieur du champ de l'économie. Je m'appelle Sarah Flech, je suis économiste et chargée de recherche au CNRS. Et je suis aussi responsable du groupe Sciences du comportement au Centre d'économie de la Sorbonne. Donc dans ce groupe, il y a 13 enseignants-chercheurs et une dizaine de doctorants. Moi, je suis une enseignant-chercheur, donc maître de conférence à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et je suis chercheur en économie, et plus précisément en économie expérimentale et comportementale. Je suis Bastien Blin. Ma discipline d'origine, c'est les sciences cognitives. Je suis économiste, je suis directeur de recherche au CNRS. Donc moi, c'est Vincent de Gardel. Je suis chercheur en psychologie, en particulier en psychologie cognitive et expérimentale. Je suis professeur d'économie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et également à PSE, École d'économie de Paris. Je m'appelle Lisa Charouin, je suis maître de conférence à Paris 1 depuis 2019 et je suis spécialisée en économie expérimentale, comportementale. Mon implication dans la formation doctorale tient notamment au fait que je m'occupe d'un programme de master en économie et psychologie, dont un tiers des étudiants environ décident de poursuivre dans la recherche. Je co-dirige le master économie et psychologie à Paris 1. Donc on a deux directeurs côté psychologie, deux directeurs côté économie. L'économie comportementale, on étudie les comportements des individus, donc en général qui ont trait à la prise de décision. Et l'économie expérimentale, c'est plutôt une méthode. Une méthode de collecte des données qui permet de répondre à un certain nombre de questions auxquelles on peut difficilement répondre autrement. De la même manière qu'il y a d'autres méthodes qu'on appelle l'économétrie, qui sont des méthodes d'analyse des données, et qui elles-mêmes sont utiles à répondre à d'autres types de questions. La plupart d'entre nous, et c'est mon cas, sommes des utilisateurs de l'économie expérimentale. On a recours à l'économie expérimentale quand on pense que l'économie expérimentale, c'est la meilleure manière de répondre à une question. L'économie expérimentale, là, dont on parle, c'était en fait faire des expériences à tester des modèles de théorie de la décision. En fait, les modèles de théorie de la décision, c'est le très vieux truc qui s'était fait dans les années 50. Du coup, c'est à la fois psychomath et éco. Ce qui a fait du bien l'économie expérimentale en France, c'est que Maurice Allais a eu le prix Nobel à peu près en 1980 à peu près. Son gros truc, c'était d'avoir fait une petite expérience qui critiquait le modèle d'espérance d'utilité.
Je m'appelle Maxime Frolov, je développe pour l'économie expérimentale. L'idée de ce métier, d'aider les chercheurs d'organiser les expériences. Donc la partie développeur, c'est coder les expériences. En fait, ça commence par la conception par les chercheurs. Pour moi, ça commence quand les chercheurs viennent me voir pour présenter le projet, pour demander si c'est moi qui programme. Des fois, c'est eux qui programment. On peut programmer les expériences, mais pas faire passer les expériences. Et le manager, c'est faire passer les expériences. Que je suis économiste de formation. Je faisais la thèse ici, à un moment, je sentis que j'ai découvert que je suis plus intéressé par l'informatique que par l'économie. C'était juste le moment où je faisais l'expérience pour moi-même, j'ai aidé à coder pour quelqu'un d'autre, donc j'ai commencé à aider à coder pour les professeurs. Donc du coup, c'est les professeurs, notamment Jean-Marc Talon, qui m'a proposé de rester ici pour un poste. On va dire, c'est un métier intéressant, mais c'est pas bien payé dans le sens que voilà, c'est pas compétitif par rapport au privé. L'informatique me plaît, m'intéresse, que j'ai déjà dit, voilà, et le fait et les interactions avec les chercheurs, les doctorants d'ailleurs aussi, ouais, surtout, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant d'avoir les interactions avec les futurs chercheurs, voilà. Même les étudiants de master en fait qui sont intéressés. Donc si vous inscrivez en tant que participant, vous découvrez déjà, et je vois aussi que les gens qui participent ils reviennent parce que c'est vraiment intéressant. C'est pas que pour l'argent, mais c'est parce que c'est intéressant. Se venir ici au laboratoire, c'est ouvert pour tout le monde. Donc ce qu'on appelle l'économie expérimentale, c'est très largement la même chose qu'une partie de la psychologie expérimentale. Les économistes vont avoir une approche dans laquelle ils mettent en avant plus les incitations des personnes qui prennent des décisions. Donc ils vont mettre en avant l'idée que quelqu'un qui prend des décisions dans une tâche, dans un contexte donné, va essayer d'être rationnel et de maximiser ce qu'il peut gagner en fait en prenant ces décisions. Typiquement, les expériences en psychologie, les psychologues ne rémunèrent pas selon la décision de l'individu. L'individu, le participant qui vient faire l'expérience en psychologie, est rémunéré souvent avec un paiement fixe qui ne va pas dépendre de ses décisions. Un psychologue aussi aurait la possibilité de mentir à ses sujets, par exemple, ce qu'on n'a pas en économie. Il se trouve que l'économie expérimentale, c'est un des outils privilégiés d'un sous-domaine de l'économie qui s'appelle l'économie comportementale et que certains appellent l'économie et psychologie parce que l'économie comportementale est à l'interaction avec la psychologie. Entre la psychologie et l'économie, il y a un overlap, donc il y a des thèmes communs et il y a des méthodes communes qui ne concernent pas l'ensemble de la psychologie et l'ensemble de l'économie, mais une partie de la psychologie et une partie de l'économie. L'économie comportementale, c'est la branche de l'économie qui s'interroge sur la façon dont les gens prennent des décisions et dont les interactions sociales conduisent à différentes décisions dans différents environnements. C'est une position de marketing à l'intérieur du champ de l'économie. Je regardais une présentation introduisant l'économie comportementale à des lycéens. Voilà, l'économie s'intéresse à Econs, qui est l'individu hyper-rationnel, etc. L'économie comportementale s'intéresse aux vrais gens. C'est le domaine de l'économie qui enrichit ses hypothèses de rationalité grâce à des ressorts psychologiques, notamment empruntés à la psychologie, pour mieux comprendre un certain nombre de situations dans lesquelles les décisions qui sont importantes pour comprendre le fonctionnement de l'économie sont très difficiles à comprendre sur la base simplement du modèle traditionnel de l'économie. Les gens finalement se comportent pas exactement comme les modèles, et c'est pas très grave, mais peut-être qu'on a une opportunité pour mieux comprendre la variabilité dans les comportements, et peut-être que cette variabilité est imputable à une variabilité dans la façon dont fonctionne le cerveau, par exemple. Et donc on peut peut-être expliquer des choses qu'on ne pouvait pas expliquer auparavant avec cette nouvelle discipline. Finalement, les psychologues et les économistes se rejoignent en fait sur ces sujets-là. Il y a quand même un prix Nobel d'économie qui est un psychologue. C'est un domaine qui est en perpétuel mouvement. On voit vraiment que c'est encore une discipline qui évolue, qui est relativement jeune en plus. Pour moi, l'interdisciplinarité, vraiment le dialogue organisé, orchestré entre la psychologie et l'économie,
il date plus des années 2000 qu'avant. Avant, pour moi, c'est des gens très influents, mais plus isolés quelque part. Je travaille sur les croyances. Donc c'est les croyances. Alors, les croyances, c'est comment les gens traitent l'information et forment une vision du monde, des croyances, à partir de cette information-là. Donc l'information, elle peut venir de l'extérieur, par exemple de feedback. Elle peut aussi venir de l'intérieur, c'est-à-dire de l'expérience passée et de ce qu'on a mémorisé, donc de la mémoire qu'on a de nos expériences passées. Je ne travaille pas sur les croyances d'ordre religieuse. Et je ne travaille pas sur les croyances chez des individus pathologiques. Je m'intéresse un petit peu à comment les gens prennent leurs décisions lorsqu'ils interagissent avec d'autres gens. Donc par exemple, on va pas prendre la même décision lorsqu'on est seul, en isolation, que lorsqu'on est observé par quelqu'un ou lorsqu'on observe quelqu'un. Par exemple, j'ai un papier sur la malhonnêteté, donc où les gens peuvent en fait mentir sur leur performance, sur à quel point ils ont été bons dans une tâche, et ils peuvent observer d'autres gens qui ont pu eux aussi mentir sur à quel point ils ont été bons dans cette tâche ou pas. Donc soit ils vont observer des gens qui eux aussi ont menti, soit ils vont observer personne, soit ils vont observer des gens qui n'ont pas menti en fait, pour essayer de faire simple. Et on observe par exemple à quel point la décision du mensonge va dépendre de l'observation d'autres personnes qui ont du coup potentiellement menti. Ce qu'on voit, pour faire simple là aussi, c'est que les gens qui mentent quand ils sont seuls ont envie d'observer d'autres gens qui mentent, et ça les fait mentir d'autant plus. Il y a plusieurs explications qui peuvent être la source de ça. C'est que par exemple, on peut un peu chercher à excuser son propre comportement, on peut se sentir un petit peu coupable, et donc le fait d'observer d'autres gens qui font la même chose que soi, et ben ça peut être assez ça peut permettre d'excuser ce qu'on vient de faire, et de se dire que finalement c'est ça la norme, quoi. C'est normal, c'est vraiment c'est la norme, c'est normal de mentir dans cette expérience là. Alors effectivement oui, mes sujets se rapprochent beaucoup de la sociologie, de la psychologie, où effectivement on va vraiment parler de comportement humain et de décision, mais à chaque fois ça reste de l'économie, déjà parce qu'il y a une incitation monétaire. Les agents sont motivés par l'argent. Il faut qu'ils soient vraiment impliqués et qu'ils prennent leur choix, où la décision, le monétaire reste quand même central dans la décision. Il y a bien évidemment plein d'autres facteurs qui vont influer, des facteurs psychologiques, sociologiques, mais le cœur reste quand même la motivation monétaire, comme dans le papier sur la malhonnêteté, où l'individu, plus il va rapporter une performance importante, plus on va le payer. Donc en fait, on va l'inciter à mentir en quelque sorte, à rapporter une performance élevée, mais bien évidemment, il y a un bénéfice monétaire à mentir, tout comme dans la vraie vie, il y a un bénéfice à ne pas déclarer tous ses revenus, il y a un bénéfice à, voler dans un magasin ou quelque chose comme ça, mais outre le coût des sanctions pénales, etc., qu'il peut y avoir, il y a aussi un coût psychologique qui est potentiellement très fort, et donc voilà, il y a cette espèce de balance, mais à chaque fois, l'économie, l'argent, le monétaire reste quand même au cœur de la motivation de base qu'on va donner à l'individu. En fait, l'économie comportementale a infusé la plupart des domaines de l'économie, que la plupart des économistes qui s'intéressent aux questions de santé, aux questions de développement, aux questions d'économie du travail, font bien souvent de l'économie comportementale, si ce n'est sans le savoir, au moins sans le dire, c'est-à-dire en utilisant ce qui a été produit dans le domaine de l'économie comportementale pour avoir une meilleure compréhension des déterminants et des ressorts des décisions dans le domaine qui les intéresse. Je m'intéresse à la mesure du bien-être, les mesures subjectives de bien-être, à partir de questions comme sur une échelle de 0 à 10, quel est votre niveau de satisfaction dans la vie, et je regarde l'effet de plusieurs déterminants, plusieurs politiques publiques sur la façon dont ça peut affecter ces mesures de bien-être, avec on va dire 2 domaines en particulier, l'influence de l'éducation, des institutions scolaires sur le bien-être à l'école et les effets de long terme que ça peut avoir, et plus sur les inégalités hommes-femmes, comment par exemple l'expérience de la parentalité peut affecter les inégalités de bien-être entre les hommes et les femmes. Quelque chose qui surprend souvent,
c'est quand on montre l'effet d'avoir des enfants sur le bien-être. Dans la littérature en bien-être, où on fait une event studies, où on regarde l'effet sur le bien-être au cours du temps d'avoir des enfants. En fait, souvent, on voit un effet négatif, au moins dans les premières années, d'avoir un enfant sur le bien-être. Ce qui est une idée qui surprend et qui peut parfois provoquer même une réaction hostile, en fait, dans le grand public quand on dit ça. Parce que les gens peuvent avoir tendance à dire « bah non, les enfants ça rend heureux, etc. » Ce qui m'intéresse le plus dans l'économie et la raison pour laquelle le fait de réfléchir grâce à l'économie me convient, c'est précisément parce que c'est le fait que l'économie soit une science comportementale structurée sur le plan analytique qui fait que l'économie est aussi utile pour moi pour comprendre le monde qui nous entoure, essayer de réfléchir aux questions qui m'intéressent. Et donc, d'une certaine manière, c'était assez naturel pour moi de me spécialiser sur la question de savoir comment continuer à améliorer la capacité de l'économie à nous permettre de comprendre les interactions sociales et la façon dont les comportements économiques réagissent à l'environnement. C'est difficile en économie comportementale et en économie expérimentale de faire des ponts concrets entre ce qu'on étudie et la réalité. Souvent on me dit « Ah mais oui, en fait, t'étudies des biais et donc ça va servir pour les publicités, c'est du marketing, c'est pour piéger les gens, pour mieux leur mentir, pour mieux les avoir. » Effectivement, il y a une partie alors, surtout les biais visuels, moi c'est pas ce que j'étudie, mais par exemple quand on s'intéresse aux biais de perception, ça peut être utilisé dans le marketing pour mieux vendre. Mais il y a beaucoup de nos recherches pour lesquelles, comme je disais, c'est difficile de faire le pont entre ce qu'on fait et la réalité, et le vrai monde, comme on l'appelle. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de la recherche fondamentale, c'est-à-dire mieux comprendre comment on fonctionne, mieux comprendre les mécanismes de notre prise de décision. Et donc, on appelle ça de la recherche fondamentale parce que ça permet d'augmenter le stock de connaissances pour mieux comprendre comment on fonctionne. Il n'y a pas toujours en tout cas, de politique publique qu'on va pouvoir implémenter suite à mes recherches. Je pense que ça fait aussi partie de notre travail d'expliquer aux gens, parce que c'est un domaine qui est quand même un peu à part, que les gens connaissent très mal et c'est normal. Donc c'est aussi à nous de faire l'effort d'être plus visible et plus accessible.